Version publicitaire, l'industrie de l'armement Swiss-made, ça donne ça. En 2020, année record, la Suisse a exporté pour plus de 900 millions de francs de matériel de guerre. Elle se classe alors 16e au rang mondial des exportateurs. Is the most interesting firearms company in the world today. Mais où finissent ces armes? Officiellement, la Suisse, pays neutre, ne vend dans aucun pays en conflit. Mais ce que nous avons découvert au Brésil, au Yémen et en Afghanistan, est tout autre. Cette enquête démarre à Berne, à quelques pas du palais fédéral. Face au secret des affaires, enquêter sur un sujet aussi brûlant que le commerce des armes, sans fuite de données, sans lanceur d'alerte et sans parcourir pendant des années des terrains en guerre, c'est quasiment mission impossible. Nous avons donc opté pour une autre stratégie et fait appel à 3 experts de l'investigation en open source. Ils viennent d'Italie, du Brésil et des Pays-Bas et vont nous aider à réaliser une enquête inédite en Suisse. Dans cette salle, transformée en QG d'investigation pour l'occasion, une dizaine d'enquêteurs vont se relayer pendant 5 jours avec une mission: traquer et débusquer le matériel suisse utilisé dans les conflits. We will be working together on Swiss Arms. Aux commandes, Léoné Adavi, spécialiste de la recherche d'armes pour l'ONG Lighthouse Report. À ses côtés, Stefano Trevisan, avocat, expert en violation du droit international, et Yuri van der Weide, professionnel de l'investigation visuelle chez Bellingcat, un groupe indépendant qui regroupe chercheurs, enquêteurs et journalistes citoyens. Ensemble, ils vont nous apprendre à mieux regarder ce que l'on utilise tous et tous les jours, Internet. Avec les recherches en source ouverte, je pense qu'on a la chance de pouvoir informer le public en lui permettant d'accéder à des données et des informations qui ont été jusqu'à très récemment le monopole de certains groupes d'intérêt. C'est enquêter ou étudier des cas avec tout ce qui est ouvert et accessible sur Internet. Ça peut être des images de satellites ou tout autre contenu ouvert au public. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et autres TikTok, sans oublier les rapports statistiques et les images satellites, tout est passé au crible. Des données de vol aux comptes privés de soldats, en passant par les images de propagande, des milliers de données vont être compilées, vérifiées et géolocalisées. On a un grand potentiel entre nos mains pour informer et donner aux gens la possibilité d'investiguer et de s'informer eux-mêmes. Car au final, ces outils et ces techniques sont accessibles à tout un chacun. On a trouvé ces petits avions utilitaires fabriqués en Suisse qui ont été utilisés dans des opérations secrètes des forces spéciales, des missions de renseignement et de collecte de données, servant à préparer des attaques aériennes. L'avion dont il parle, c'est lui, le PC-12. Un avion tout-terrain turbopropulseur produit depuis 30 ans dans le canton de Nidwald par Pilatus. Le fleuron suisse de l'aviation verrouille sa communication. Alors, pour retrouver la trace de ces avions, pas le choix. Il a fallu regarder par le tout petit bout de la lorgnette. Après des heures de recherche,
Une première vidéo intrigante est repérée par l'équipe. On a cette vidéo, regarde. Ça a été posté par le ministère afghan de la Défense. Ça date du 15 juillet. Oui, c'est juste, et il y a ces rectangles noirs là, et ces lignes blanches bien visibles. Il me semble qu'on a déjà vu ça quelque part. Derrière ce simple tweet se cache une révélation. L'implication possible d'un avion Pilatus PC-12 dans de très récents bombardements en Afghanistan. Pour en être sûr, nous avons analysé et comparé chaque détail de cette vidéo postée sur Twitter. À gauche, les images du 15 juillet 2021 publiées par l'armée afghane, quelques semaines avant la chute de Kaboul. À droite, la photo tirée du journal américain Stars and Stripes montrant l'intérieur d'un Pilatus utilisé en Afghanistan. Depuis la cabine, le soldat observe directement les images filmées par le Pilatus. En comparant les deux écrans de contrôle, tout coïncide. Mêmes inscriptions sur fond noir, même réticule de visée blanc au centre et même positionnement des coordonnées GPS. Tout y est. Mais il y a un problème. Ce type de caméra peut aussi équiper des drones et des hélicoptères. Alors comment être sûr qu'il s'agit bien d'un PC-12 ? Grâce aux coordonnées GPS, nous avons remodélisé très précisément le vol. Cette fois, aucun doute, la vitesse est trop rapide pour un hélicoptère ou un drone, mais elle est classique pour un Pilatus PC-12. Et ce n'est pas tout. En parcourant les revues militaires sur Internet, nous tombons sur 7 articles rédigés par 2 hauts gradés américains, dont le major général Robert Walters, 2 étoiles, spécialiste du renseignement militaire. Là encore, on retrouve exactement le même type de capture d'écran et une description très précise du rôle des Pilatus PC-12 dans les bombardements de l'armée afghane. Le PC-12 a joué un rôle essentiel dans le déroulement du bombardement mené par le A-29. Le PC-12 gardait les yeux rivés en permanence sur la cible et confirmait l'absence de civils dans la zone afin d'éviter des victimes collatérales. Le pilote du PC-12 communiquait directement avec celui de l'A-29, lui garantissant à tout moment une évaluation optimale de la cible. Derrière ces mots, une réalité frappante, celle de 18 Pilatus fabriqués en Suisse, utilisés en plein conflit. Des avions espions qui ne bombardent pas mais filment systématiquement la zone en direct pour assister les A-29 chargés, eux, du bombardement. Une aberration pour les militants anti-armés du GSSA. Adi Feller milite dans ce groupe depuis plus de 10 ans. Alors quand nous lui montrons ces images, il n'est pas surpris, mais désabusé. Cela confirme simplement tout ce qu'on avait imaginé. Et malheureusement, tout ce qu'on avait anticipé qui pourrait se passer avec ces avions. Ils sont essentiels pour le choix des cibles. Ils sont essentiels pour tirer. C'est pourquoi ils font partie de cette machine à tuer. Même s'il n'est pas armé et qu'il ne fait que marquer les cibles, même s'il n'appuie pas sur le bouton, ne tire pas et ne tue pas directement, cet avion est un instrument essentiel dans le processus de meurtre. C'est ça, le PC-12. C'est une partie essentielle d'une chaîne de décision à laquelle moi, en tant que citoyen suisse, je ne veux pas prendre part. Et je ne veux pas que mon pays y prenne part et ne fasse rien pour l'en empêcher. On sait pertinemment que cela se produit, mais on ferme les yeux et on ignore. Difficile à ignorer quand les attaques sont publiées en ligne, partagées et largement commentées. Côté armée afghane, on parle de frappes ciblées, quasi chirurgicales contre les talibans. Mais est-ce le cas? Combien d'attaques impliquant les Pilatus ont eu lieu? Et combien de civils touchés? À Berne, l'investigation se poursuit.
On pense que c'est probablement lié à des missions de reconnaissance qui auraient précédé des bombardements, ce qui peut être potentiellement connecté à la mort de civils innocents. Pour mesurer l'activité des Pilatus PC-12 en Afghanistan, il a fallu prendre un peu de hauteur et scruter les images satellites, car aujourd'hui, sans se déplacer, on peut tout voir ou presque. On peut voir beaucoup de choses avec précision, comme des voitures, des avions, même de petite taille. Plein de choses en fait. On peut réellement mesurer la longueur et la largeur d'un avion. Mesurer, comparer, le tarmac de Kaboul est passé au peigne fin. Résultat, en juillet 2021, les Pilatus PC-12 semblent avoir une activité intense. Mais sur les sites de tracking comme celui-ci, ils n'apparaissent jamais. Aucune trace. Impossible donc de savoir où ils ont volé, ni ce qu'ils ont fait. Il a donc fallu regarder d'encore plus près le bombardement du 15 juillet 2021 pour voir apparaître de nouveaux indices. Il y a cette rangée d'arbres bien visible là. Oui, c'est un peu flou, mais il y a aussi ce carré. Oui, ce carré là, c'est ça. Une rangée d'arbres et une maison carrée qui se retrouvent ici et ici, dans une province située tout au nord de l'Afghanistan, le Badakhshan. Dans son poste, le ministère de la Défense affirme avoir tué 20 talibans dans l'opération, mais il n'est fait aucune mention de civils. Pourtant, sur les réseaux sociaux, des vidéos apparaissent rapidement. Des corps mutilés, un marché soufflé par les bombes, on est loin des attaques supposées chirurgicales. Que s'est-il réellement passé ce jour-là dans ce village? Nous décidons de nous rendre sur place pour vérifier. Il a fallu plus de 14 heures de route depuis Kaboul pour accéder à la province très reculée du Badakhshan. Coordonnées GPS en main, notre envoyé spécial Filippo Rossi tente d'atteindre le lieu précis du bombardement, le village de Maïdan, dans le district de Chouada. En arrivant sur place, nous reconnaissons soudain cette petite guérite blanche au milieu de la route. Même bâtiment et même fenêtre sur la gauche. Au loin, même relief montagneux. 6 mois après le bombardement, elle a été reconstruite et repeinte, mais tout correspond. Dans ce district de 31 000 habitants, la vie a repris ses droits. Et sur le marché, les étals ne semblent plus porter les stigmates du bombardement. Mais à la tombée de la nuit, notre présence attire les villageois qui se regroupent pour nous raconter ce qu'ils ont vu lors du passage des avions. L'avion s'est rapproché, il est descendu très bas et il est revenu une fois, 2 fois. Il est descendu très bas. Puis la 3e et la 4e fois qu'il est revenu, c'est là qu'il a largué 4 bombes. Abdul Zabor nous raconte avoir perdu ses 2 fils dans le bombardement. L'un était ingénieur, l'autre médecin. Selon lui, il y a eu 12 morts et 15 blessés après le passage des avions. Le premier avion, c'était un avion blanc qui a fait des tours pendant 1 heure. Il a fait des tours et des tours. Après, 2 alarmes se sont déclenchées et après 1 heure, un autre avion noir a aussi débarqué. Les Moudjahidines, eux, ils connaissent ces avions et les dangers qu'ils représentent. Donc, ils ont commencé à évacuer. Les gens sont alors partis dans toutes les directions, dans le marché, et tout le monde partait dans tous les sens. Les gens n'avaient aucune idée d'où ça allait tomber. Les gens n'ont pas de GPS pour ça. Ceux qui étaient pourtant visés par l'armée afghane
C'est ce bâtiment, le quartier général de la police, abritant des voitures blindées et des armes lourdes, un poste tenu par une trentaine de talibans. Le poste de police en vert est situé juste à proximité de la rue du marché bombardée, ici en rouge. La guérite, elle aussi, correspond. Mirwali était présent ce jour-là. C'était là où il y a le tas de neige. C'est là que la bombe est tombée. Jusqu'à 13h30, l'avion a tourné dans le ciel, cet avion que vous nous avez montré sur la photo. Il est arrivé de ce côté-là, derrière la montagne, et nous, on était là, à côté du blindé. Il a tiré sur le véhicule qui était juste là, et nous, on était juste un peu plus loin, vers la porte. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une immense poussière, et on s'est pris des cailloux de partout. Même nos armes se sont perdues dans le chaos. Le lendemain matin, nous rencontrons un autre taliban en pleine prière. Il nous indique cet autre bâtiment, dévasté par les bombes. C'était bombardé, là? Oui. Il y a eu 2 bombes? Oui, il y en a une qui est tombée sur la maison de district. Oui, et une ici. Avec lui, nous nous faufilons à travers ce qu'il reste de ce portail bleu. On découvre les restes d'un centre de formation pour professeurs. L'endroit avait été filmé quelques heures seulement après le bombardement. Les villageois affirment que toutes les victimes de ce raid sont des civils, ce que nous n'avons pas pu vérifier sur place. Alors comment la Suisse a-t-elle pu autoriser l'exportation de ces Pilatus PC-12 directement impliqués dans ces bombardements? La réponse est simple. Il n'y a eu aucune autorisation et aucun contrôle car les Pilatus PC-12 ne rentrent pas dans le champ de la loi fédérale. Alexandre Vautravers est rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Il confirme, les PC-12 sont purement civils. Le PC-12 n'est pas un avion militaire, n'est pas un avion de guerre, c'est un avion de transport, c'est un avion civil. Qu'il puisse être modifié pour transporter des capteurs, par exemple pour faire de la cartographie, pour être utilisé pour l'entraînement ou je ne sais quoi, ça c'est quelque chose qui peut être envisagé. Donc vous pouvez faire beaucoup de modifications, mais le PC-12 n'est pas un appareil qui est voué, qui est destiné à une utilisation militaire. Le PC-12 ne fait donc pas partie des biens à double usage, c'est-à-dire civils ou militaires. Interpellé en 2012 par une parlementaire socialiste à ce sujet, le Conseil fédéral était alors très clair. La Suisse exporte uniquement des versions civiles standards de PC-12NG, sans caractéristiques militaires. Par conséquent, les avions exportés de Suisse ne sont soumis à aucune restriction d'exportation au titre de la loi sur le contrôle des biens. À ce stade, récapitulons. Il y aurait donc 2 types d'avions, les PC-12NG civils et les NGX militaires. Ça semble simple, mais en réalité, c'est beaucoup plus flou que cela. Les brochures elles-mêmes de Pilatus sèment le doute. On peut y lire. Encore plus versatile que nos fameux couteaux suisses. En quelques minutes, il peut être transformé pour un nombre important de missions spéciales. Autre brochure, même ambiguïté. Beaucoup voient le PC-12NG comme un avion d'affaires privé. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que l'avion d'affaires peut en fait transporter certains équipements de surveillance et de communication des plus sophistiqués dans les airs. Le gouvernement suisse soutient que ce ne sont pas des armes, mais au contraire des véhicules civils. Ils ne sont donc pas sujets au contrôle d'exportation d'armes. Et tout ce qui provient des États-Unis et se retrouve en Afghanistan n'est pas soumis à la législation suisse. La Suisse devrait au contraire considérer qui est l'utilisateur final de ces armes. Une chose est sûre, les 18 Pilatus suisses exportés vers les États-Unis ont tous été modifiés avant de prendre le chemin vers l'Afghanistan. Prenez par exemple cet avion, immatriculé FQV. En 2014, il est repéré à Stans lors de sa sortie d'usine. Un an plus tard, il réapparaît aux couleurs afghanes et immatriculation américaine.
Une double porte pressurisée a fait son apparition, ainsi que des antennes et équipements de surveillance, et une caméra ultra sophistiquée dans la trappe arrière. Le but, tout voir, tout entendre, tel un Big Brother aérien. L'avion a pour seul but de collecter des données. Il est bourré de caméras et de technologies pour ça. Il est donc tout à fait clair que cet avion n'a plus de but civil, mais qu'il fait partie d'une chaîne de décision militaire et qu'il a un rôle essentiel dans ces attaques aériennes. Sans ces informations, il n'y aurait pas de bombardement. Nous avons contacté à plusieurs reprises l'entreprise Pilatus pour obtenir une réaction officielle, mais nos demandes ont toutes été rejetées. À Stans, les employés ont interdiction formelle de parler à la presse, et dans les rues du centre-ville, même difficulté. Rares sont ceux qui acceptent de réagir. Est-ce que vous saviez que les Pilatus PC-12 se trouvaient en Afghanistan? Non. Non. Et comment réagissez-vous? Ben, choquée. Je n'aurais jamais pensé que Pilatus faisait des avions pour l'Afghanistan. Je trouve pas ça OK. Quand on parle neutralité, c'est vraiment nul que des avions viennent de Suisse. Je pensais pas que la Suisse était impliquée dans ces choses-là. À 80 km de là, dans son bureau au dernier étage de l'aéroport de Kloten, ce passionné de Pilatus et spécialiste de l'aéronautique ne voit lui rien à redire sur l'utilisation des PC-12 en Afghanistan. Je ne vois aucun problème avec ça. Si ce n'était pas le PC-12, ce serait un autre avion qui remplirait ses fonctions. Donc je n'ai pas de souci avec ça. Quand ces avions sont vendus, alors le nouveau propriétaire peut l'installer comme bon lui semble. Je ne vois pas le problème. Et Pilatus est l'un des plus gros employeurs de Suisse centrale et une entreprise très prospère qui, par chance, a très bien survécu à la crise. La demande en jet d'affaires et en PC-12 est très grande. Donc nous devons nous réjouir si l'aviation suisse a encore des entreprises comme Pilatus qui offrent du travail. Et ils cherchent même des gens. C'est qu'ils pourraient construire encore plus d'avions. C'est pour ça que je ne vois absolument aucun problème là-dedans. La Suisse était-elle au courant de la transformation systématique de ces PC-12 ? Faut-il renforcer les contrôles avant les exportations? Autant de questions que nous aurions aimé poser au président de la Confédération, Ignacio Cassis. Mais là encore, aucune réponse, alors que son bureau est à 2 pas seulement de notre QG bernois. Fin du 3e jour, la fatigue se fait sentir, mais l'enquête prend soudainement une direction inattendue. Cette fois, il ne s'agit pas d'avions, mais de véhicules blindés. Dans le top 10 des pays acheteurs, le Brésil. Rio, ses plages, son pain de sucre et son célèbre Christ rédempteur. Mais derrière la carte postale se cache une réalité beaucoup plus sombre. En moyenne, à Rio de Janeiro, 5 personnes sont tuées chaque jour par la police. Dans les favelas, militaires et narcotrafiquants lourdement armés se livrent une guerre sans merci. Je suis né au Brésil et j'ai de la famille là-bas. Donc ça me tient à cœur. Avec cette enquête, j'espère contribuer à rendre justice à toutes ces personnes victimes des interventions policières. Entre 2007 et 2014, la Suisse a exporté 30 véhicules blindés Piranha à la marine brésilienne, des véhicules produits en Turgovie par l'entreprise Mowag, aujourd'hui en main américaine. Ces blindés entrent dans la loi sur les armes.
lorsque vous achetez un Piranha, vous achetez en fait un véhicule protégé ou un véhicule blindé. Ce sont des véhicules qui ne sont pas destinés à des actions offensives, ce ne sont pas des chars d'assaut, ce sont des véhicules qui sont destinés à protéger du personnel qui se trouve à l'intérieur. Ce sont des véhicules qui typiquement n'ont pas de tourelle ou qui ont un fusil mitrailleur ou une mitrailleuse pour la défense rapprochée. De simples véhicules blindés non offensifs qui devaient servir du moins sur le papier, principalement pour des missions de maintien de la paix en Haïti. A priori donc, aucun souci pour les exporter. En réalité, seulement 4 Piranhas sur 30 sont allés sur place. Et surprise, on retrouve les autres en plein centre de Rio pour des opérations dites de pacification dans les favelas. Regarde, là, j'en ai trouvé. Sur cette vidéo Facebook publiée en 2015, des tirs en rafale se font entendre. Nous avons donc décidé de nous rendre sur place pour vérifier comment ces blindés sont réellement utilisés. À l'est de Rio de Janeiro, direction l'île du Gouverneur. C'est là que se situe la base militaire des fusiliers marins. Fait rare, la marine n'a pas hésité à nous ouvrir ses portes, fière de nous montrer le matériel suisse. C'est ici que sont stockés les fameux Piranhas de Kreuzlingen. Fraîchement promu commandant, Alex do Espírito Santo nous fait le tour du propriétaire. Nous avons 25 véhicules de transport de personnel, un véhicule ambulance, 2 véhicules de premier secours et 2 véhicules de commandement. Contrairement à ce que nous avons entendu en Suisse, ce blindé est bien doté d'une tourelle armée. Et ce n'est pas le seul, confirme le commandant. Nous avons la possibilité d'utiliser 4 types d'armements sur nos véhicules. Nous avons un calibre 50, on peut installer du 12,7 mm et nous pouvons intégrer le calibre OTAN 5,56 mm, ainsi qu'un lance-grenade de 40 mm. Donc c'est en fonction du type de mission assignée que nous décidons de quel type d'armement on va équiper les véhicules. Des mitrailleuses de gros calibre et un lance-grenade, dans ce camp militaire bordé par l'océan, les 300 hommes du bataillon s'entraînent régulièrement avec les Piranhas. Ils nous proposent une démonstration grandeur nature. La perception que nous avons, c'est qu'à chaque fois que nous aidons le peuple, les forces armées sont très bien reçues, quel que soit le contexte. Et quand vous êtes au point d'avoir besoin d'engager un véhicule blindé de ce type, ça veut dire que la population a un besoin de protection. Et nous et nos véhicules, on remplit notre devoir militaire comme un rôle social. C'est pour ça qu'on est très bien reçu par la population brésilienne. Des véhicules approuvés et soutenus par la population, vous allez le voir, la réalité est nettement plus nuancée. Avril 2014, un quartier entier de Rio se retrouve sous occupation, la favela d'Amaré et ses 140 000 habitants. Pendant 11 mois, des centaines de policiers et de militaires soutenus par 10 Piranhas vont occuper le gigantesque complexe. Objectif, combattre les narcotrafiquants et faire le ménage juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. En scrollant des centaines de photos, nous tombons soudain sur ce cliché d'un Piranha suisse. À l'intérieur, des hommes en uniforme noir reconnaissables entre tous, le Bopé. Surnommé l'escadron de la mort, cette unité de la police militaire de l'État de Rio a été épinglée à plusieurs reprises par Amnesty International pour ses méthodes brutales et sanglantes.
Très vite, nous découvrons que la presse locale fait état de victimes. Foi a primeira morte em confronto desde que as Forças Armadas ocuparam um conjunto de favelas. Jefferson Rodrigues da Silva, de 18 anos, foi baleado por fuzileiros. Sous la bâche, le corps de Jefferson Rodriguez, un jeune homme de 18 ans sans histoire, abattu par les fusiliers marins à quelques mètres d'un piranha. Nous avons contacté sa famille, mais le papa refuse encore d'en parler face caméra par peur des représailles. Victor Santiago Borges a bien failli connaître le même sort, mais il fait partie des rescapés. Sa vie a basculé dans la nuit du 12 février 2015, veille de carnaval à Rio. Ce soir-là, il rejoint ses amis pour voir jouer son club de foot préféré. Comme tout carioca, comme tout Brésilien, je suis un passionné de football. Habitant de Rio, supporter du Flamengo, je devais me retrouver avec des amis pour voir un match de championnat de mon équipe. On a fait la tournée des bars. Et quand on était de retour vers 2 h du matin, on est entré par la favela de João. Et c'est là qu'on nous a arrêtés une première fois dans un poste de contrôle militaire. Et 15 minutes plus tard, on roulait dans une autre partie du même quartier. Et tout d'un coup, ça tirait de partout. C'est là que j'ai senti le premier impact de balle qui m'a atteint au niveau des côtes, là derrière. Et la balle a d'abord atteint les côtes, le poumon, la colonne et finalement la moelle épinière. Et je suis devenu paraplégique sur le champ. Je ne sentais plus rien d'ici vers le bas. J'étais assis à l'arrière du véhicule à droite. J'avais à ma gauche un soldat en train de me pointer avec son arme, en train de m'insulter, me disant de sortir de la voiture. Je lui disais que je n'y arrivais pas. J'étais de plus en plus faible. Ma respiration devenait de plus en plus faible. Ma voix de plus en plus basse. Jusqu'à ce que je perde connaissance. Je me suis réveillé à cause d'une odeur de gazole très forte. Et je voyais des bottes militaires à côté de moi. En levant les yeux, j'ai vu un soldat dont la moitié du corps sortait du véhicule qui empoignait une arme. Tout était très sombre. J'étais dans un véhicule blindé. Je sais que j'y étais à cause de l'odeur de diesel, de combustible très fort. Et chaque fois qu'on passait sous un lampadaire, un faisceau de lumière entrait dans l'habitacle. Et c'est comme ça que je voyais les bottes du soldat depuis le plancher du blindé où j'étais. Et je me demandais ce qui se passait. Nous avons demandé à Victor d'authentifier le blindé présent ce soir-là, et sa réponse est sans appel. Un piranha? Oui, c'est ça. Un récit attesté par le rapport balistique et les images embarquées des militaires que nous nous sommes procurés. Aucune arme et aucune drogue n'ont été retrouvées dans la voiture. Ce n'est que le lendemain matin que Victor est finalement transporté en urgence absolue à l'hôpital. Il restera 12 heures sur la table d'opération avant d'être plongé dans le coma. Et c'est là qu'un membre du staff médical m'a dit « Vous avez été atteint au niveau des jambes. On va devoir vous amputer votre jambe gauche pour préserver votre vie et votre santé. Parce que sinon... » 100 jours d'hospitalisation plus tard, il sort enfin. 100 jours d'angoisse et d'attente qui ont transformé sa mère, Iron, en résistante et militante. Je vais continuer à m'exprimer publiquement. Je vais continuer à lutter, non seulement pour mon propre fils, mais pour mes camarades qui, elles aussi, ont perdu des enfants morts ou mutilés. La police brésilienne, selon les statistiques, est la police qui tue le plus au monde. La loi est faite pour tuer les Noirs, les pauvres et les habitants des favelas. J'exige du respect, parce que nous, les habitants des favelas, on mérite ce respect. On n'est pas ici dans un zoo, où tu enfermes les gens et tu fais comme tu veux. Non.
Sincèrement, je ne sais pas quoi penser du gouvernement suisse qui vend ce type de matériel au Brésil. Aux personnes qui le gouvernent, pour qu'ils exercent leur pouvoir. Parce que les gens qui vivent ici, les Brésiliens, savent qu'on va en faire un mauvais usage. Ici, nous vivons dans un climat de guerre civile. Ce n'est pas une guerre entre militaires. Le citoyen brésilien n'a pas besoin d'un pouvoir militaire aussi puissant. En 2014 pourtant, en plein pendant l'occupation militaire de Maré, une délégation du SECO, le secrétariat à l'économie suisse, s'est rendue à Rio pour inspecter les piranhas. Depuis Berne, nous avons obtenu une copie du rapport largement caviardé. Mais la principale conclusion est là. Les Suisses n'ont pas pu contrôler tous les blindés. Pour les véhicules de combat d'infanterie à roues, dont l'emplacement n'a pas pu être vérifié, des déclarations dignes de foi ont été fournies. Quelques pages plus bas, la délégation se félicite pourtant du bon déroulement de la vérification. En 2014, non seulement l'État suisse a complètement ignoré ces preuves, auxquelles on a pourtant eu accès très facilement à travers Google et les réseaux sociaux, mais en plus, juste après le passage au Brésil de la commission de contrôle suisse, il y a eu une nouvelle livraison de piranhas aux fusiliers marins brésiliens. Aujourd'hui, pour Victor, chaque déplacement est une galère. Impossible de rentrer chez lui au deuxième étage sans être porté par 2 personnes. Depuis 7 ans, mère et fils se battent donc en justice contre les militaires pour obtenir réparation. João Tancredo est l'avocat de Victor. Il nous reçoit chez lui à Ipanema. L'homme se définit comme humaniste et non militant, mais son combat est clair. Faire de Victor un symbole de la répression militaire et policière. Toutes ces forces de police qui agissent dans les favelas et les banlieues utilisent des armes qu'on qualifie de haute énergie. Ce sont des fusils d'assaut. Ce ne sont pas des armes destinées à blesser ou à immobiliser. C'est fait pour tuer. Donc, l'utilisation de ce type d'armement a pour seul objectif de tuer des gens. Non pas de les neutraliser ou de les arrêter, mais de les éliminer. Les fabricants d'armes ont tout intérêt à vendre leur stock. Le Brésil est un des plus grands producteurs de munitions au monde. Donc, le Brésil a tout intérêt à ce que cette guerre, entre guillemets, se poursuive, car c'est comme ça que fonctionne ce marché. Un pays comme la Suisse, qui est censé être neutre, mais qui vend des armes, dans ce cas précis, un véhicule blindé, un véhicule de guerre pour un contexte civil, devrait savoir pour quel usage sont destinés ces blindés. La loi suisse est pourtant claire. Toute exportation d'armes est interdite dans un pays impliqué dans un conflit ou qui viole les droits de l'homme, ou lorsque le matériel risque d'être utilisé contre les civils. Dès lors, fallait-il exporter ces blindés vers le Brésil? Contactée, l'entreprise Mowag botte en touche. Il ne nous appartient pas d'évaluer et d'autoriser les exportations d'armes. C'est l'affaire des politiques. Une question politique qui dérange, silence radio du côté du DFAE. Mais il faut le reconnaître, la question n'est pas simple. Ça fait 30 ans, pour ne pas dire 50 ans, qu'à la Croix-Rouge et ailleurs, on se pose cette question de la définition du seuil de la guerre, où se trouve la gradation. À ma connaissance, le Brésil n'est pas un pays en guerre, mais c'est vrai qu'il y a dans certaines régions des situations quasi insurrectionnelles ou des situations de violence extrêmement graves. Vous ne pouvez pas dire le pays entier est en guerre parce qu'il y a des troubles dans une région spécifique de ce pays. Il semblerait que les autorités suisses pourraient être amenées à répondre politiquement de l'usage qui, quoi qu'il en soit, contredit toutes les déclarations publiques du gouvernement. Il n'est pas normal qu'un objet qui était destiné aux Nations Unies pour venir en aide à Haïti après son tremblement de terre se retrouve au beau milieu de fusillades dans les favelas de Rio. Mais ce n'est pas tout. Notre enquête révèle un dernier dossier, plus brûlant encore pour les autorités suisses, celui du Yémen.
Officiellement, la Confédération n'est pas impliquée dans ce conflit et toutes les exportations sont interdites dans la région depuis 2015. Sanaa, une capitale perchée à plus de 2200 mètres d'altitude. Bijou architectural, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville est aujourd'hui en partie détruite par les bombes. Depuis plus de 6 ans, le pays est coupé en deux. À l'ouest, les rebelles houthis, soutenus et armés par l'Iran, et à l'est, les forces loyalistes au pouvoir, soutenues par la monarchie saoudienne. Entre les deux, des millions de civils pris au piège d'un blocus maritime et aérien qui empêche nourriture et pétrole d'entrer dans le pays. Une sale guerre donc, qui affame les enfants et fait rarement la une des médias. Hichem Kadraoui est le directeur des opérations de l'ONG Geneva Call. En février 2021, il a fait partie des rares personnes à pouvoir se rendre dans le pays pour négocier avec les partis armés. Ce qui est clair, c'est qu'il y a effectivement 16 millions de personnes qui sont dans une situation très risquée par rapport à l'accès à la nourriture. Et effectivement, le Yémen est dans une situation très critique avec des risques de famine très graves. On parle bien sûr de destruction des habitations, qu'on parle de la disparition des services publics, qu'on parle de la difficulté aussi d'accès à la nourriture et aux soins essentiels. Et aussi, on parle bien sûr des morts, des personnes blessées, des personnes déplacées, disparues. Donc c'est vraiment très difficile pour la population sur place. Dans ce contexte, impossible de nous rendre sur place pour contrôler les stocks de bombes et de munitions sur le terrain, ni la provenance des armes utilisées. Mais grâce aux techniques d'investigation en source ouverte, notre équipe a pu retrouver la trace de fusil Sig Sauer. Le troisième cas que l'on a analysé concernant les fusils d'assaut Sig Sauer fabriqués en Suisse nous a donné bien des migraines. Un véritable casse-tête car Sig Sauer est aujourd'hui un groupe germano-suisse avec des usines en Allemagne et aux États-Unis. Dans le canton de Schaffhouse, on ne produit plus que quelques modèles très précis comme le Sig 551 et 552. Non, je pense que le seul plan, c'est celui-là. Ah, alors ouais, on va retourner une seconde ça. par une seconde. Là, il y a bien la cartouche qui est transparente. Oui. La crosse qui est triangulaire. Ok. Et sur le... Ça, on peut pas voir, hein. 1, 2, 3, 4. Ah oui, là tu le vois. Tu l'as vu? Ouais. On compare tout ce que l'on trouve sur le terrain avec le matériel officiel et promotionnel mis à disposition par les fabricants eux-mêmes. Dans le cas de Sig Sauer, c'était à partir de leurs brochures publicitaires sur leur site. Certaines des images clés concernent la forme de la crosse, le type de polymère qui est utilisé, la transparence du chargeur, la forme des ouvertures sur le garde-main, l'aspect de la partie avant de l'arme, ainsi que les singularités du canon. Donc ce n'est pas seulement un indice ou un détail, mais plutôt une somme et une combinaison de particularités qui constituent une sorte d'empreinte digitale unique de l'arme qui peut nous assurer à 100% que c'est bien ce modèle et uniquement ce modèle. En vérifiant des dizaines et des dizaines de vidéos, nous découvrons ces images, mises en ligne en 2015 par les forces navales royales saoudiennes, puis republiées un an plus tard sur YouTube. On y voit une frégate tirant à plusieurs reprises sur une île avant d'envoyer des hommes à terre pour une inspection post-bombardement. Quelques secondes plus tard, une première âme suisse apparaît. Puis, une seconde. Mais c'est avec ce soldat des forces navales saoudiennes que la vision est la plus claire. 3 sorties d'air rectangulaires, un canon court, des signes caractéristiques d'un Sig Sauer 551. Un modèle mythique fabriqué en Suisse, juste à côté des chutes du Rhin. Nous sommes à Neuhausen am Rheinfall, au siège historique de Essigé.
Dernier bastion de la production de fusils d'assaut en Suisse, l'entreprise n'a jamais répondu à nos multiples demandes d'interview. En 2018 pourtant, le quotidien Blick évoquait déjà l'utilisation possible d'armes suisses par l'Arabie saoudite. À l'époque, le SECO n'avait pas ouvert d'enquête expliquant « Nous n'avons aucune preuve que de telles armes ont été ou sont utilisées au Yémen. L'image fournie ne montrait pas l'emplacement des personnes avec les fusils d'assaut et ne permettait pas de tirer des conclusions sur leur implication dans des opérations de combat. » Cette fois, nos résultats vont bien plus loin. En cliquant sur pause, nous apercevons ce relief montagneux, qui correspond au mont Anish situé sur les îles du même nom, en territoire yéménite. La mosquée et le bâtiment rectangulaire ont eux aussi été géolocalisés sur cette île. Même vidéo, quelques images plus tard, nouvelle confirmation visuelle lors de la phase d'approche des forces navales saoudiennes. La ligne de montagne correspond parfaitement. Nous avons donc, en quelques clics, la confirmation d'armes suisses aux mains des Saoudiens sur le sol yéménite. Une île particulièrement stratégique, car elle abrite l'une des réserves d'armes et de munitions des rebelles houthis. On a trouvé une quantité énorme de preuves que l'on peut replacer de manière extrêmement précise, tant au niveau de la date que du lieu à l'intérieur du Yémen. Ceci dans un contexte d'opération militaire ayant eu un impact direct sur des populations civiles. Contacté, le SECO confirme l'exportation de 106 fusils d'assaut vers l'Arabie saoudite en 2006. Mais il n'y a eu aucun contrôle sur place car les vérifications post-exportation n'existent que depuis 2012. Problème, ces armes suisses sont encore aujourd'hui largement utilisées, comme le montre cette vidéo TikTok postée par un soldat saoudien le 2 septembre 2021. Cette fois, 4 Sig Sauer 552 apparaissent clairement, tous produits en Suisse. Le Sig Sauer est utilisé par les forces spéciales de l'Arabie saoudite qui sont impliquées dans des opérations militaires liées au blocus naval. Blocus qui est considéré par les Nations Unies comme responsable de possibles violations des droits humains et de crimes de guerre qui ont engendré la mort de plus de 85 000 civils au Yémen. D'un côté, les milliers de morts, et de l'autre, les poignées de main. Novembre 2021, Ignacio Cassis se rend en visite officielle en Arabie saoudite. Était-il au courant de l'utilisation de ces armes suisses dans le cadre du blocus maritime? Aucune réponse. Le président de la Confédération renvoie la balle au SECO, qui rappelle que ces exportations ont eu lieu avant le début du conflit. Sujet sensible donc, sous la coupole, la zurichoise Priska Zeiler-Graf, conseillère nationale socialiste, en a fait son combat. En 2021, elle a demandé l'interdiction de toute exportation de matériel de guerre vers Riyad, mais sa motion a été rejetée. Je pense qu'en tant que Suisse, nous avons un rôle particulier à jouer dans ce monde. On se targue en permanence d'être le pays des bons offices, le pays où le CICR a été inventé. Nous sommes le pays où sont déposées les conventions de Genève. Donc, je pense que notre rôle dans le monde devrait être d'aider à la paix, de mettre fin au conflit. Et si nous exportons en même temps du matériel de guerre, alors nous ne sommes tout simplement pas crédibles. Face à elle, deux arguments massus. Le premier, préserver les places de travail en Suisse car l'industrie de l'armement est un important employeur. Le second, interdire les exportations reviendrait à priver la Suisse de revenus substantiels. Mais la zurichoise n'en démord pas. Les exportations de matériel de guerre ne représentent au total que 0,2% de toutes les exportations suisses. Et je ne sais pas si toute cette discussion politique
Et tout le risque de réputation que cela représente pour la Suisse valent la peine par rapport à de si faibles exportations. D'imaginer qu'il puisse y avoir une défense de la Suisse sans une entreprise ou sans une usine ou sans une fabrique, c'est quelque chose qui est du domaine de l'illusion. Un des moyens de politique de sécurité et de neutralité de la Suisse, c'est justement de disposer de cette capacité de défense et de cette capacité de maintenir à niveau cette capacité de défense. L'erreur consisterait à dire on interdit tous ceux qui produisent pour les forces armées, et puis à ce moment-là, le plus grand exportateur d'armement, ça devrait être Toyota, puisqu'on voit des Toyota qui sont armés de toutes les manières possibles, que ce soit en Libye, en Somalie ou ailleurs, aux quatre coins du monde. Donc vous voyez bien qu'à un moment, on est obligé de définir les choses, on est obligé d'accepter le fait qu'il y a des technologies duales, les logiciels que vous avez dans votre ordinateur, ils sont aussi utilisés au sein des forces armées comme au sein d'entreprises de télécommunications. Ce n'est pas pour autant qu'on va considérer qu'il s'agit d'armes en tant que telles. En 2019, une initiative populaire réclamait l'arrêt des exportations d'armes dans les pays en proie à des guerres civiles. Octobre 2021, le Parlement a finalement adopté un contre-projet dans ce sens. Un premier pas, mais le travail de vérification des enquêteurs ne fait lui que commencer. J'espère que le résultat de notre travail aura un impact sur les gens. Ne serait-ce que le fait d'alerter la population sur des événements peu connus ou cachés volontairement, comme des secrets. Ça ne fait que commencer.